Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie de la douche, grand moment pour moi sur la chaîne puisque pour la première fois je vais vous parler d'un film du grand Akira Kurosawa. Ça faisait des mois et des années que j'attendais l'instant propice pour me lancer dans son univers. Voilà qui est fait, avec d'ailleurs le métrage que j'avais prévu de voir en premier, celui qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, sorti en 1950, Rashomon, qui réunit au casting déjà son acteur fétiche, Toshiro Mifune, mais aussi Masayuki Mori, Takashi Shimura, Machiko Kiyo, encore Noriko Honma et Minoru Chiaki, pour un drame assez particulier, presque une histoire criminelle mais spéciale, qui va nous raconter sur plusieurs points de vue un crime, le meurtre d'un samouraï. La question est comment ce dernier a été tué, par qui? Et on va avoir le témoignage d'un bûcheron qui n'était pas sur les lieux mais qui rapporte sa découverte du corps. On a aussi donc le bandit qui est accusé, un certain Tajomaru, la femme, et aussi le mort à travers une médium. Mais où est la vérité? Question. Dans ce Japon du 8e siècle, je crois, en étant 750, enfin là, il paraît que les dates varient selon, c'est peut-être pas précisé dans la version originale, mais bon, dans un univers assez sombre, puisqu'il pleut, et on voit des gens réunis sous la porte du démon, Rashomon, c'est ça du coup la traduction, assez désabusé sur plein de choses, et donc on va essayer d'en apprendre plus sur ce crime horrible qui serait encore pire que pas mal de massacres, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, et peut-être parce que la vérité échappe à ces personnes qui ne comprennent pas ce qui a pu se passer. D'ailleurs, je crois que c'est les premiers mots du film, du bûcheron, je ne comprends pas. Et nous, spectateurs, on va essayer du coup d'aller au-delà de cette compréhension. Bon, déjà, préambule, c'est mon premier visionnage de ce film, mon premier Kurosawa, donc ici l'analyse va être très succincte, je ne vais pas révolutionner du tout le genre, même s'il n'y a pas eu énormément de vidéos sur le film, du moins sur YouTube, bon, des écrits dans tous les sens, à mon avis, ça foisonne. C'est surtout une réaction face à cette découverte tardive, et ouais, je ne suis pas déçu. C'est assez fou, brillant, et on voit à quel point cette œuvre, en 1950, a posé les jalons d'un cinéma qui va inspirer énormément d'autres réalisateurs par la suite, peut-être Coppola, et évidemment par cette narration de points de vue différents, divers métrages qu'on a appréciés par la suite. Déjà l'année dernière, j'en avais parlé, de cet effet Rashomon, le dernier duel de Ridley Scott, mais aussi Pulp Fiction, évidemment, j'en passe. L'idée ici, c'est qu'on est plongé donc pratiquement dans un monde quasi apocalyptique. Évidemment, cette pluie qui tombe, des gens qui sont pas en grande forme morale, et on sent qu'ils sont presque en train de contempler la fin de l'humanité en discutant de cette affaire sordide. Et déjà, le questionnement de l'humanité, de la bassesse de celle-ci par Kurosawa est assez forte, à l'époque où le Japon traversait peut-être une certaine crise guerrière, mais aussi une décadence. Je ne sais pas, parce que ça dépend, et puis il faut aussi s'y connaître un petit peu en histoire médiévale et pré-médiévale japonaise. Là, je laisserai les spécialistes rajouter leur grain de sel si besoin. Mais évidemment, ici, l'important n'est pas de savoir qui a tué et comment a été tué ce samouraï, c'est plutôt l'ambiance et l'expérience que nous vivons, parce que sur le plan formel, déjà, c'est d'une intensité absolue. Donc déjà, voilà, toute cette eau qui coule là, mais aussi ce travail sur les noirs et blancs avec beaucoup de variations, et parmi ces flashbacks, des scènes qui sont horribles et qui sont traitées de façon presque horrifique par un Kurosawa hyper inspiré, qui utilise des procédés assez rares pour l'époque, notamment la lumière extérieure et naturelle. Il filme même le soleil, je crois que c'est l'un des premiers à mettre la caméra, à oser placer l'objectif face à l'astre solaire. D'autant plus que ici beaucoup de personnages regardent justement ce ciel un petit peu écrasé par la destinée, ou peut-être jugé par un regard divin, alors que nous, le spectateur, derrière l'écran aussi, on regarde et on essaye de juger ou pas. Justement, ce film nous questionne, nous, est-ce qu'on doit juger ces personnes? Plus ou moins, mais quand même, quand on y réfléchit, c'est que c'est compliqué. De prendre parti ou pas d'ailleurs même, c'est pas une question de prendre parti, mais d'accepter certaines choses, c'est quand même assez violent.
On peut pas dire qu'il y a un véritable bon, une véritable victime non plus là-dedans, ou pas. Mais ceci, je n'en dirai pas plus, je vais pas spoiler. De toute façon, c'est pas très important, hein, mais quand même. Donc, il y a toute cette histoire-là, et puis bien sûr, le cadrage. J'ai l'impression que Kurosawa prend un malin plaisir à être très précis là-dessus, notamment ici sur le motif du triangle. Il y a souvent 3 personnages, pratiquement à 80% du temps, on a toujours 3 personnages qui sont dans la même séquence, pas forcément sur le même plan, mais voilà. Ne serait-ce que sur les témoignages, là, donc sous la porte, ils sont 3. Le moment du crime, souvent, ils sont 3, puisqu'il y a quand même cette histoire de bandit qui rencontre le samouraï et sa femme, et il se passe pas mal de choses, sur plusieurs points de vue, mais à chaque fois c'est cruel et absolu, hein, sur ces moments-là, c'est des scènes qui restent gravées dans la mémoire, puisqu'il y a une histoire de viol, d'amour, de sacrifice de l'amour, ou de non-acceptation de certaines choses, avec l'honneur qui rentre en jeu, et oui, il y a un samouraï. Il y a aussi un moment de combat assez épique et très nerveux, c'est presque du Shambara, mais moins chorégraphié peut-être. Donc il y a ça, l'effet aussi éclairage donc naturel qui permet à un moment d'obscurcir les personnages à la lumière à travers les feuillages, donc clair-obscur, le noir, le blanc, le bien, le mal, tout ça se mélange sous nos yeux. Et la dignité que certains personnages essayent d'avoir dans cette histoire vole en éclats, et les doutes aussi, notamment le prêtre, enfin le bonze, qui est totalement dégoûté par ce qu'il entend, parce qu'il a pu, d'ailleurs, il a vu ça lors du procès, parce qu'il y a un procès aussi qui nous est montré, il y a 2 flashbacks en fait, enfin, les flashbacks divers points de vue du meurtre, et ou de la découverte du corps, et puis les flashbacks du procès, des témoignages. Et lui, voilà, il est en train de perdre totalement foi en l'homme, et la femme aussi, du coup. Que c'est dur, que c'est dur. Et il y a un aspect à la fois théâtral et moderne, aussi. C'est ça que j'ai aimé dans ce Rashomon, c'est que, ouais, il y a le côté, on a les bases, notamment ces témoignages face caméra en forme procès, c'est comme si on était au théâtre et qu'on voyait, hein, et on questionne directement le spectateur, c'est ça qui est fou aussi. Mais aussi, donc, c'est nouveauté pour l'époque, en tournage extérieur, mais avec la lumière naturelle, l'utilisation vraiment de ce soleil-là pour, au niveau de la photographie, faire des choses extraordinaires. Donc il y a des formes là-dessus assez folles. Et sur le plan de l'acting, c'est à la fois d'une subtilité, c'est très pesant, mais aussi on est dans l'excentricité de la folie de l'homme, justement, à travers par exemple le personnage joué par Toshiro Mifune, le bandit, qui est hyper expressif, qui rigole, qui est dans la folie, hein, qui a basculé, et pour cause, ce qui a pu se passer, déjà qu'avant il était un peu borderline, là ça l'a... c'est terminé quoi. Et on a l'impression à certains moments, lui et aussi l'actrice qui joue la femme, donc Machiko Kiyo, dans cet excès théâtral, on est aussi parfois dans le cinéma muet d'antan, c'est dans le surjeu, mais alors c'est super bien parce que c'est intense, il y a une sorte, c'est viscéral, et les jeux de regard qui vont avec, elle est très très bonne l'actrice Machiko Kiyo d'ailleurs, hein, pour cette à la fois la folie, la peur, parce qu'elle subit un viol quand même aussi, mais elle va avoir des réactions, et le regard, il y a le jeu là-dessus, le regard du coupable, de son oppresseur, le regard vers le mari, qui peut être à la fois entre viens m'aider, mais pourquoi tu fais rien, enfin, il y a plein de... Oh, c'est... Bref, et puis tout ceci est absolument sublimé donc par Kurosawa derrière la caméra, et le montage aussi, extraordinaire le montage, qui renforce le dynamisme. Parfois c'est lent, contemplatif, on peut en déposer, puis alors quand ça s'accélère et quand ça rentre justement dans une forme de folie, où on est amené à... Voilà, il y a des courses à travers la forêt, parce que, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est une adaptation de 2 nouvelles, dont une qui se déroule plus dans la forêt et l'autre c'est plus sur le témoignage, mais tout a été croisé. Non mais franchement c'est absolu quoi. Rajoutez à cela la musique, qui est très forte, par moments elle se fait discrète, voilà, mais alors quand ça part, elle est composée par, je vais chercher son nom, Fumio Ayasaka, qui travaillera encore avec le réalisateur après, hein. Et à un moment il nous reprend une forme de boléro de Ravel en forme plus japonisante, qui fait une montée crescendo dans la folie, dans la tragédie, que c'est bien choisi. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Donc, c'est à la fois sur le fond et la forme, c'est brillant. Parce qu'après, voilà, l'histoire en tant que telle montre aussi la cruauté d'une époque. Mais ce questionnement sur la vérité
où est la vérité? Est-ce que, au final, la vérité ne dépend pas du point de vue des gens? Est-ce qu'il y a une vraie vérité? Là, quand tu arrives à la fin, tu te poses cette question-là. Tu te dis, oui, il y en a qui ont menti, il y en a qui ont détourné la réalité, mais où est la réalité? Au final, il y a eu un mort, ça a été violent, tragique, il y a des gens qui ne s'en remettront jamais, même ceux qui ont survécu, et les faits sont là. C'est presque un désespoir ultime, si ce n'est la conclusion, sur laquelle je ne dirai rien, qui tente une ouverture vers l'espoir, et ça, j'ai trouvé ça malin, parce que là, à la fin, tu es accablé, tu te dis, ah, mais subtilité ultime, Kurosawa n'oublie pas de dire que, ouais, nous sommes des humains, nous sommes très imparfaits, il y a beaucoup de mal, mais il peut aussi y avoir du bien, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est un peu le message. Voilà, avec le personnage du bûcheron qui est assez marquant là-dessus. Voilà. Donc, grand film, très grand film, immense film. Je me sens tout petit après le visionnage de celui-ci. Je le reverrai un jour avec grand plaisir et je vais maintenant probablement découvrir d'autres œuvres de Monsieur Kurosawa. Je pense que le prochain, ce sera cet été, quand j'aurai un peu le temps de me poser tranquillement devant une œuvre assez longue, il me semble. Probablement les 7 samouraïs, puisque c'est aussi considéré comme son chef-d'œuvre. Mais je crois que le monsieur, de toute façon, voilà, selon les gens, hein, il doit y avoir une dizaine de films incontournables au moins à voir dans sa filmographie. Je ne vais pas aller plus loin dans ce que j'avais à dire. Hein. Je ne vais pas aller dans l'analyse ultimement formelle des découpages en triangle et tout, parce que voilà, hein, mais bon, le symbolisme du triangle, vous savez ce que c'est. Hein. De toute façon, ici, il y a un triangle plus ou moins amoureux qui essaye de se dégager de ce drame absolu, mais bon, c'est plus compliqué que cela. Bref. À vous la parole pour dire ce que vous pensez de ce Rashomon. Est-ce que c'est votre préféré de Monsieur Kurosawa? Sinon, quel est votre Kurosawa préféré? J'avais posé cette question sur Twitter il y a quelques semaines, mais voilà, maintenant vous pouvez y aller dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.